Bonjour, donc nous reprenons la seconde partie de cette séance et nous allons maintenant écouter Sébastien Denis, directeur à la direction Santé, Environnement, Travail de Santé publique France. Et je lui donne la parole, son exposé s'appelle « Air et santé publique, un enjeu plus que jamais d'actualité ». Voilà, je lui remercie très vivement d'avoir accepté de participer dans ce séminaire. Merci, M. Lefebvre. Et je tiens aussi à vous remercier de m'avoir convié à participer à ce séminaire qui me donne l'occasion de prendre un peu de hauteur par rapport aux travaux que nous menons depuis près de 20 ans à Santé publique France sur les liens entre qualité de l'air et santé. J'ai vraiment apprécié l'intervention de M. Jocelyn Groizard qui m'a permis d'approfondir certains textes que je connaissais avec une vision beaucoup plus restreinte, évidemment, et de voir à quel point la médecine antique, finalement, avait compris déjà beaucoup de choses. Il y avait également des controverses qu'on peut retrouver, alors évidemment avec d'autres termes aujourd'hui. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que les conceptions que Jocelyn a abordées ou la façon de voir les choses apportées par la médecine antique sont des choses qu'on va retrouver dans l'intervention que je vais présenter aujourd'hui, autour à la fois de ces deux concepts, l'air inspiré qui amène un certain nombre de miasmes. Alors on parlait de miasmes, aujourd'hui on parlerait de virus, bactéries ou de contaminants chimiques, ce qui est peut-être une nouvelle finalement dimension, puisque l'activité humaine, comme Jocelyn l'a dit, c'est beaucoup évidemment développé avec une anthropisation massive de notre environnement qui aujourd'hui est complètement impacté par l'activité humaine, même dans les régions les plus reculées de la planète. Et aussi sur ce concept d'air qui nous environne, avec plutôt là la question de la température et de la météo, qui évidemment aujourd'hui encore et plus que jamais est un enjeu majeur, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de changement global, plus communément appelé changement climatique, et que ce contexte, évidemment, le risque lié à des températures élevées, on le voit maintenant chaque été, est vraiment un risque très conséquent pour la santé. Et que ce qu'avaient bien compris les philosophes, c'est que l'aménagement urbain est une clé essentielle, Jocelyn l'a montré en fin de son intervention, dans la façon de se protéger et de prévenir les risques liés à ce type de nuisances liées à l'air. Donc peut-être en introduction, j'avais prévu de vous dire quelques mots de Santé publique France, puisque vous connaissez certainement Santé publique France sous le prisme de l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, l'agence est très médiatisée en lien avec l'ensemble des autres acteurs qui viennent en première ligne sur la gestion de cette épidémie de Covid-19. Donc Santé publique France est l'agence nationale de santé publique qui a été créée en 2016 et qui a pour mission de surveiller l'état de santé de la population, mais aussi de promouvoir la santé dans l'ensemble dans l'environnement global des populations, et de promouvoir les meilleures mesures visant à réduire l'impact de certains facteurs de risque sur la santé. Donc, dans le champ de la santé-environnement, l'idée est de mettre en relation les facteurs environnementaux avec l'état de santé de la population, ce qui peut être très, très complexe à mettre en œuvre, puisqu'il y a nombre de nuisances environnementales, évidemment, auxquelles nous sommes soumis. Si je prends l'exemple de débats récents autour de nouvelles technologies telles que la 5G, il est évidemment très compliqué de prévoir finalement l'impact qu'auront ces nouvelles technologies sur la santé. Et il est aussi évidemment question d'interrogations beaucoup plus anciennes sur l'impact, par exemple, des produits chimiques. On parle beaucoup de l'impact des pesticides sur la santé, donc il y a beaucoup d'exemples sur lesquels on a encore très peu d'informations, finalement, sur le lien entre une nuisance environnementale, l'émission d'une substance chimique, l'émergence de nouvelles technologies sur la santé. Donc, notre mission à la Direction Santé, Environnement, Travail est de mettre en évidence ces liens. Et donc, nous travaillons effectivement sur un ensemble de nuisances et de manière très historique, je l'ai déjà dit, depuis plus de 20 ans, nous travaillons sur les questions de pollution de l'air et de santé.
Alors évidemment, l'enjeu environnemental est une préoccupation majeure pour la société et on a certains baromètres qui le démontrent, en particulier l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire produit chaque année un baromètre concernant la préoccupation des Français par rapport au risque et le risque lié au changement climatique en particulier, parce qu'aujourd'hui, le risque environnemental se retrouve beaucoup autour de ces questions de changement climatique. On arrive en deuxième position sur ce sondage de manière très récurrente. Alors, s'agissant des liens entre environnement et santé, nous avons aussi tous notre perception de ce lien. Des perceptions très différentes. Si je parle de pollution des sols, de pollution de l'air, de pollution par des substances chimiques, c'est difficile que tous autour de cette table, nous ayons un ressenti identique sur ces différents liens. Par exemple, si moi-même je vis à proximité d'un bassin industriel ou d'un sol pollué qui est pollué par des déchets de type terril minier, je vais peut-être avoir une sensibilité plus importante que d'autres qui habitent dans des zones préservées par rapport à ces problématiques de pollution de sol. Par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, sur la pollution de l'air, si je suis asthmatique, je serai beaucoup plus sensible à des problématiques de pic de pollution qu'une personne qui n'a pas ce problème d'asthme. Et donc, ma sensibilité, donc ma vigilance par rapport à cette problématique-là ne sera pas du tout la même que d'autres personnes. Alors, comme l'a dit Jocelyn, effectivement, la dimension environnementale et de la santé environnementale est très large. L'OMS déclarait et décrivait la santé environnementale comme une dimension qui comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie. Il y a une question sur la santé mentale, mais c'est effectivement un des déterminants de la santé environnementale qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. La question politique a aussi été abordée dans les questions de l'intervention de Jocelyn. Évidemment, les politiques, on peut penser aux politiques énergétiques qui ont été, alors certes, à des fins d'indépendance, si on parle de la France, le développement du nucléaire, évidemment, mais dans d'autres pays, le maintien d'énergie fossile à des niveaux élevés de production a évidemment un impact considérable sur l'environnement, avec des retentissements transfrontaliers, puisque la question de l'émission de produits issus de la combustion d'énergie fossile, finalement, dépasse les simples pays pour aller sur des dimensions transfrontalières. Alors, dans ce champ de la santé environnementale, l'épidémiologie environnementale, qui est la science qu'on pratique, entre guillemets, à Santé publique France, est une science qui doit être associée à d'autres disciplines, telles que la toxicologie ou la science de la caractérisation des expositions, pour s'attacher à recueillir des preuves et des informations sur finalement les liens entre l'environnement, la dégradation de l'environnement et la santé. Alors évidemment, l'intérêt et les missions de l'agence sont autour de la notion de santé publique, qui là aussi rejoint une notion que Jocelyn a abordée autour de la prévention, donc qui est complémentaire de la médecine classique, qui s'intéresse elle plutôt à la question du soin de la personne et qui vise à déterminer les facteurs qui vont influencer finalement, les facteurs environnementaux qui vont influencer l'impact et qui vont influencer la santé des individus. Alors cette médecine cette approche collective, puisqu'on ne s'intéresse pas qu'à l'individu mais à l'ensemble de la population, aura pour objectif évidemment de déterminer les grands déterminants, j'insiste un peu sur ce terme déterminant, de manière à pouvoir faire de la politique de prévention et agir sur ces déterminants de manière à réduire évidemment l'impact sanitaire de ces déterminants environnementaux. Alors, les questions de qualité de l'air et de lien avec la santé, donc on le voit, remontent depuis très longtemps. L'intervention de Jocelyn Groisard le montre très bien. Scientifiquement et sur le plan des connaissances épidémiologiques et sur le plan des connaissances médicales, c'est aussi un secteur qui aujourd'hui est très documenté. Alors, il reste beaucoup de choses à découvrir encore, mais en tous les cas, c'est un secteur sur lequel la chaîne de production scientifique a permis de faire des avancées considérables en matière de connaissance de l'impact de cet environnement sur notre santé. Et donc, derrière, on met des connaissances qui ont permis aussi d'identifier des actions de gestion possibles pour pouvoir réduire considérablement les impacts
liées à ce milieu, et c'est ce que je vais illustrer dans la suite de mon propos sur deux nuisances particulières donc, qui font bien le lien entre ce que Jocelyn a dit sur la question de la pollution atmosphérique aux substances chimiques et aux particules et la question des températures. Alors l'air, vous le savez tous et toutes, hein, c'est bien sûr une ressource vitale puisque si on pendant 3 minutes, eh bien, on ne vit plus. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question de savoir ce qu'entendaient les philosophes lorsqu'ils disaient qu'il fallait respirer moins. C'est assez difficile de respirer moins, c'est beaucoup plus difficile que se déplacer effectivement d'un milieu qui est contaminé. On respire à peu près 12 millilitres par jour, soit 6 litres par minute. Notre surface pulmonaire est de 75 mètres carrés. Et la totalité des 5 litres de sang passe dans les 2500 km de capillaires de nos poumons par minute au repos. Donc, la zone pulmonaire est vraiment une zone dans laquelle on reçoit l'air et une zone qui est bien sûr le lieu d'échange de nutriments qui nous sont essentiels, à commencer par l'oxygène, mais aussi de polluants, évidemment, on le verra tout à l'heure. Alors, Jocelyn a mentionné, l'air est vecteur de nuisances multiples et peut-être qu'on a progressé, s'il y a bien un domaine dans lequel on a progressé depuis l'Antiquité, c'est certainement sur la caractérisation et la description de ces nuisances. Donc, on en a déjà abordé quelques-unes. Il s'agit d'agents biologiques, les virus, les bactéries. On pourrait citer également les moustiques hein, qui sont portés par l'air et qui sont vecteurs de maladies, notamment des maladies vectorielles. Ce sont des émissions chimiques, alors qui étaient déjà présentes dans l'Antiquité, puisqu'il y avait déjà une activité humaine et que par ailleurs, ces nuisances chimiques ont aussi une origine naturelle. Les particules, le soufre qui est émis par exemple par les volcans ou ces zones de marée qui ont été prises en exemple. Mais également, évidemment, ce qui a beaucoup augmenté depuis l'Antiquité, ce sont des émissions anthropiques de particules, de substances industrielles, de gaz à effet de serre, qui auront pour conséquence à la fois des impacts à court terme, puisqu'il y a des particules ou des dioxydes d'azote, par exemple, on abordera cet exemple-là tout à l'heure, ou les gaz à effet de serre qui ont là, bien sûr, un effet long terme beaucoup plus important. Mais il ne faut pas oublier les nuisances physiques. Alors, on a effectivement la présence de radon de manière naturelle, donc qui sont des éléments issus de la décomposition du radium qui sont radioactifs. Donc, on en a en France. Hein, l'Institut de radioprotection surveille les émissions du radon naturel des sols. On a évoqué la température, il en sera encore question, et également des émissions anthropiques autour du bruit, des radiofréquences, des températures, des fibres minérales. Concernant le cas des particules et des nuisances chimiques et anthropiques, alors ces problématiques autour des particules de l'air finalement ont été rendues très visibles du fait d'une augmentation de l'activité humaine. Et il y a un très bon exemple, très célèbre, qui est l'exemple du smog à Londres dans les années 50, qui a vu s'accroître un nombre important d'impacts sur la santé, en particulier de mortalité, avec un recours aux soins très important. Et ce qu'on voit à droite, c'est un graphe qui superpose les concentrations en SO2 et la mortalité hebdomadaire. Et on voit que les pics de SO2 sont superposables aux pics de mortalité. Donc, des politiques publiques, à ce moment-là, ont pris en charge la gestion de ces pics de pollution. Et en 1979, un épidémiologiste écrivait dans l'International Journal of Epidemiology que la pollution de l'air n'était plus un problème de santé publique puisque ces pics de pollution avaient été gérés grâce à ces épisodes des années 50. Toutefois, à la fin des années 90, finalement, l'actualité remet à la une, et là vous avez une du Monde de 1996, la question de la contamination de l'air, puisqu'on s'est rendu compte au décours de ces années-là, avec les connaissances et l'évolution des connaissances, les progrès qu'on a menés en matière de recherche scientifique sur le lien entre pollution de l'air et santé, que finalement, au-delà de ces pics de pollution, on était tous entourés d'une pollution, on vivait tous dans une pollution chronique, en particulier les personnes qui vivent dans des environnements très urbanisés, mais pas que, et que nous avions un ensemble de pollutions industrielles et anthropiques qui étaient à l'origine de l'émission de particules notamment, mais aussi de tout un tas d'autres composés qui pouvaient avoir un impact sur la santé. Et ce qui fait que finalement, avec ces progrès et les progrès scientifiques et l'augmentation de ces connaissances, de ce corpus de connaissances en matière d'épidémiologie,
les scientifiques ont réussi à démontrer que la pollution était devenue la deuxième cause de maladies non transmissibles au niveau mondial. Donc là, sur ce graphe-là, vous avez combiné la pollution extérieure et la pollution en air intérieur. En 2016, la pollution de l'air était le deuxième facteur de risque de maladies non transmissibles dans le monde, juste après le tabagisme. 24% des cas d'accidents vasculaires cérébraux, 25% des cardiopathies ischémiques, 28% des cancers du poumon et 43% des BPCO, bronchopathie pulmonaire obstructive, sont attribuables à la pollution de l'air ambiant et intérieur. Alors, ces faits, bien sûr, on peut les expliquer par les mécanismes de toxicité des contaminants chimiques, et en particulier des particules où, alors ici vous avez des particules inférieures à 10 micromètres de diamètre ou des particules issues du diesel. Et ce que montrent ces coupes histologiques qui ont été réalisées par des collègues de Paris 7, c'est que ces particules pénètrent vraiment au sein de l'organisme et au travers des parois pulmonaires, entraînant un stress oxydatif notamment. Ce stress oxydatif qui va être à l'origine d'un panel d'effets sur la santé, conforté par des centaines et des milliers d'études en matière d'épidémiologie et de travaux sur le lien entre air et santé. Alors évidemment, en premier lieu, on pense à des maladies respiratoires, l'asthme, les BPCO, les cancers du poumon, des maladies cardiovasculaires, neurologiques, endocriniens. Par exemple, le diabète de type 2 aurait une origine potentielle en lien avec la pollution atmosphérique. Évidemment, l'exposition pendant la grossesse peut conduire à des effets sur le fœtus et en particulier à des faibles poids à la naissance. Et là aussi, la pollution de l'air peut avoir du coup un effet sur la mortalité de toute cause. Alors, ces effets se traduisent différemment dans la population avec des niveaux de vulnérabilité différents. Donc, nous ne sommes pas égaux finalement face à la pollution de l'air. Donc, ça aussi, ce sont des connaissances relativement récentes qui ont permis de démontrer cela, avec les concepts d'exposome ou d'effets transgénérationnels, et que, en particulier, sur certains stades de développement ou d'épisodes de vie, nous sommes différemment atteints par ces problématiques de pollution. Alors, les femmes enceintes présentent une vulnérabilité potentielle. Les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, évidemment, sont très sensibles aux problématiques de pollution de l'air. Les personnes âgées, les personnes souffrant de pathologies chroniques, les fumeurs, les personnes travaillant en extérieur. Alors, les émissions sont multiples, on l'a un peu abordé, et les perceptions sont variables. Je serais pas très inquiet de l'émission issue de l'activité volcanique, sauf lorsqu'on aura un épisode très important comme on a eu au début des années 2010 avec un volcan islandais qui a complètement bloqué la circulation aérienne. Mais que si cette activité existe de manière quasiment permanente et émet elle-même des particules et du soufre notamment. Donc ici, vous avez un exemple très illustratif, mais en général, cette activité est moindre. Vous avez des zones industrielles dans lesquelles les personnes sont habituées à ce paysage industriel dans lequel on a des émissions. Ici, c'est un exemple sur Fos-étang-de-Berre. J'aurais pu prendre le même exemple sur Dunkerque, mais vous avez finalement la population qui est habituée à cet environnement et qui donc cohabite très bien. Ce qui n'empêche que ces émissions, lorsqu'elles varient un peu par leur odeur ou par leur aspect visuel, peuvent engendrer dans la population des situations d'inquiétude et des plaintes. C'est ce qu'on peut observer autour de ces zones industrielles. On peut citer aussi l'exemple de lacs. Alors, la perception est complètement différente lorsqu'on a un accident industriel. Donc ici, c'est l'exemple de Lubrizol, donc accident en septembre 2019, qui a eu un impact visuel très important et dont les caractérisations d'ailleurs d'impact sanitaire aujourd'hui sont toujours en cours, avec dans ces situations-là une préoccupation très importante de la population qui souhaite participer activement aux études qui sont faites pour pouvoir établir si ces accidents ont un impact sur leur santé. Donc évidemment, on voit par le biais du recours aux soins, un impact sur la santé mentale très importante et des symptômes d'anxiété qui augmentent dans la population. Perception encore différente sur cette situation où là on a un exemple de brûlage dans un jardin où de nombreuses personnes brûlent leurs déchets verts lorsqu'ils ont un jardin dans leur jardin.
Et évidemment, c'est une pratique interdite puisqu'elle est émettrice de particules, mais aussi de composés de combustion tels que des HAP ou des dioxines. Et par contre, l'interdiction n'empêche pas le fait que cette activité se produise, avec une acceptation, en tout cas par la personne qui l'amène, qui est totale. Évidemment, l'utilisation des véhicules automobiles est également générateur d'émissions particulières. Et n'oublions pas l'activité agricole avec l'activité d'épandage. D'autres types d'activités, là ici en l'occurrence, ce sont des épandages de pesticides, qui vont également être source d'émissions dans l'atmosphère. Alors, le poids de la pollution, puisqu'on dispose de ces connaissances et de méthodes permettant d'attribuer finalement d'estimer la part de mortalité qui est attribuable à la pollution de l'air, on estime que cette mortalité est à peu près de 40 000 décès toutes causes par année. Donc ça, ce sont des méthodes épidémiologiques qui permettent de démontrer. Ce sont des méthodes d'évaluation quantitative d'impact sanitaire. Et cette estimation de 40 000 décès évités par an est d'ailleurs une estimation très récente, puisque nous l'avons publiée hier, et fait suite à une première estimation que nous avions faite il y a une dizaine d'années, qui montrait que la pollution en particules, il y a 10 ans, était responsable de 48 000 décès évités, par an. Donc on constate en 10 ans une légère diminution, ce dont on peut se réjouir, cette diminution étant liée aux politiques publiques visant à réguler les concentrations de particules dans l'air. Mais néanmoins, ça reste 40 000 décès qu'on peut éviter par la mise en place d'actions sur les différentes sources que j'ai citées précédemment, en particulier les sources anthropiques. Évidemment que ces sources se situent en zone urbaine ou en zone agricole. Alors, la meilleure preuve que l'on peut atteindre des diminutions de cet impact, c'est finalement regarder ce qui s'est passé de manière opportuniste lors du premier confinement, donc confinement qui a été mis en place pour freiner l'épidémie de Covid-19. D'ailleurs, entre parenthèses, on voit qu'un confinement qui agit sur un environnement et en particulier sur les contacts entre les personnes a une action efficace sur la diminution de la propagation d'une épidémie. Et donc là aussi, on rejoint des propos de Alexandre Hazard sur le fait que limiter les contacts limite les risques de transmission de l'épidémie. En tout cas, lorsqu'on a subi cette période de confinement, évidemment, on a eu une diminution drastique des activités anthropiques qui s'est traduite par des diminutions de différents polluants dans l'atmosphère, en particulier les NO2, qui sont très liés finalement à la circulation routière. Donc, on a une baisse assez importante de ces niveaux en NO2 et dans une moindre mesure, on a également eu une diminution des concentrations en particules. Ici, vous avez l'exemple de concentrations en particules qu'on appelle les PM10, donc des particules inférieures à 10 microns, qui ont également été réduites, alors de manière un peu moindre parce que les particules sont des polluants qui sont également émis dans les zones agricoles, et les zones agricoles ont été moins impactées finalement par le confinement puisque l'activité s'est maintenue dans ces zones-là. Alors, pendant ce confinement, et ça, ce sont des réseaux de surveillance de la qualité de l'air qui nous le disent, on voit des réductions sensibles de ces concentrations en NO2 et en particules qui se traduisent par des impacts très sensibles sur la santé et la mortalité toute cause de la population française, puisqu'on estime à 2300 décès évités le lien avec la diminution en particules ambiantes, et 1200 évités celui avec une diminution de l'exposition de la population au NO2. Donc, ces résultats montrent qu'il est vraiment important de réfléchir et que les politiques publiques puissent évaluer l'impact de chaque source d'émission de manière à contrôler ces sources pour essayer d'amoindrir finalement l'impact de la qualité de l'air sur la santé de la population. Donc, ces estimations sont, je l'ai dit, sont rendues possibles grâce aux connaissances épidémiologiques. Et évidemment, ce qui a progressé aussi beaucoup par rapport à l'Antiquité, ce sont des réseaux de surveillance qui se sont mis en place, en l'occurrence ici sur la qualité de l'air. Jocelyn évoquait le fait que la disparition de certaines espèces animales pouvait aussi être un signal d'alerte, notamment pour les médecins. Et
bien sûr, ces réseaux de surveillance se sont aussi étendus à des réseaux de surveillance plutôt portés sur des organismes vivants de l'écosystème. Hein, et donc, on arrive aussi à faire de l'épidémiologie animale sur des organismes qui ne sont pas des organismes humains forcément, mais qui participent également à cette vigilance qu'on doit avoir sur l'écosystème. Et d'ailleurs, on voit très bien des diminutions de certaines espèces. Je crois qu'il y a un rapport récent de l'Office français de la biodiversité sur les disparitions d'espèces d'oiseaux. Donc, on voit bien, grâce à ces réseaux-là, qu'on peut aussi avoir des données beaucoup plus probantes et que c'est nécessaire d'ailleurs d'avoir ce type de réseau pour pouvoir argumenter autour de cette évolution dont l'origine en particulier est liée à l'environnement. Alors, ce sont évidemment cet exemple focalisé sur la question du confinement hein, montre les opportunités pour l'action, donc avec la nécessité de pouvoir réguler un maximum les concentrations de polluants, en particulier les polluants particuliers, qui est mon exemple aujourd'hui. Dans l'air, on voit ici des différences d'impact entre une valeur cible réglementaire d'une directive européenne, qui est une valeur cible 2020, donc, qui est une année qu'on a déjà dépassée, à 20 microgrammes par mètre cube, versus une valeur guide recommandée par l'OMS, qui est à 10 microgrammes par mètre cube, et que si on applique la valeur de 20 microgrammes par mètre cube, on a un nombre de décès évitables qui est de l'ordre de 10, alors que si on applique une valeur beaucoup plus restrictive, qui est celle recommandée par l'OMS à 10 microgrammes par mètre cube, on évite 17 700 décès. Donc, on voit aussi qu'en matière de réglementation, on peut encore sensiblement progresser de manière à diminuer les concentrations, en particulier en l'occurrence ici les PM2,5, c'est inférieur à 2,5 micromètres, de manière à augmenter l'impact en termes de gains sanitaires pour la population. Donc, il y a évidemment des leviers personnels. Par exemple, je citais le brûlage de déchets dans un jardin. Si j'ai un jardin, je vais éviter d'aller brûler des déchets ou je vais utiliser le moins possible ma voiture si je peux le faire. Par contre, évidemment, ce que montre ce graphique, c'est que l'action existe de manière aussi très importante auprès des pouvoirs publics qui doivent essayer de tenir compte le mieux possible dans leur politique publique des concentrations ayant le moins d'impact sur la santé. Alors, concernant maintenant la question de la température, alors évidemment, ces composés chimiques qu'on a abordés sous l'angle des pollutions particulières ou du NO2, on les retrouve aussi autour des questions de composés qui constituent les gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote. Donc, ce sont également des composés chimiques, alors qui auront peut-être un impact peut-être de plus long terme sur la santé, dans la mesure où ils vont plutôt agir sur un réchauffement global de la planète qui induira, on le voit déjà, hein, des effets sanitaires à long terme. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même type d'effet, on est vraiment sur le rôle là de l'air comme enveloppe dans lequel, comme compartiment dans lequel on vit en tant que population, et dont la température finalement va, avec le temps, on le voit déjà, va être augmentée, pardon, et cette augmentation va induire des effets à la fois sur notre propre santé, puisque on va dépasser les températures optimales de conditions de vie, mais aussi sur l'équilibre de l'écosystème. Et donc, finalement, on est vraiment dans une période où on se rend compte effectivement qu'il faut peut-être plus centrer la santé environnementale sur la simple santé humaine, mais aussi de pouvoir intégrer de manière plus large l'équilibre des écosystèmes dans la prise en compte des politiques publiques pour pouvoir aménager au mieux nos environnements. Alors, ce qu'on voit depuis 1970, et là vous avez deux graphiques, ce graphique du haut qui montre, qui traduit le nombre de degrés cumulés au-dessus des seuils de température qui définissent des périodes de canicule, et le graphique du bas qui montre de manière superposée de façon temporelle cumule les excès de mortalité lors de ces périodes de vagues de chaleur. On voit que ça se superpose complètement et on voit évidemment une augmentation très importante des températures qui se traduit par une augmentation très importante des excès de décès et le risque thermique
est vraiment un risque majeur pour la santé humaine. On va le voir tout à l'heure, mais en tous les cas, c'est un risque supérieur, c'est un risque immédiat et supérieur au risque, par exemple, lié au pic de pollution chimique. Là, ce sont les projections de Météo France. C'est une infographie que j'ai reprise du site de Météo France avec deux scénarios. Le scénario rouge, qui est le scénario le plus pessimiste, qui avait été établi par le GIEC, qu'on appelle le RCP 8.5, et le scénario jaune, qui est le scénario qui fait partie, si je puis dire, des plus optimistes, qui est le RCP 4.5, et qui montre qu'avec le temps, donc ici on est sur une échelle en abscisse qui va jusqu'en 2100. Je suis désolé, le graphe est un peu petit, mais je vous invite à consulter le site de Météo France si ça vous intéresse, que plus le temps va s'écouler, plus soit dans le scénario le plus optimiste, on aura des canicules de plus en plus fréquentes, avec une durée de canicule qui sera élargie et une intensité en température qui sera également élargie. Si on est sur le scénario le plus pessimiste, on aura des canicules quasi permanentes en été. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de cette présence sur le territoire français l'année dernière. On a eu une canicule extrêmement importante puisqu'on a déclenché une vigilance rouge qui a eu un excès de mortalité sur cette canicule très important, alors qui n'a pas totalisé les excès de mortalité de la canicule de 2003, qui, elle, a été une canicule très conséquente, puisque 15 000 décès en excès ont été observés lors de cette canicule. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 5 000 décès en excès qui ont été observés sur les canicules pour des périodes relativement modestes. L'an dernier, on a eu une semaine à peu près de chaleur. En tout cas, le risque thermique, on le voit ici sur un graphique qui traduit le lien entre l'exposition à des percentiles de température et le risque relatif. Alors, ce graphique est surtout intéressant sur sa partie droite, où on voit que dès lors qu'on atteint des températures très élevées, ici qui traduisent les températures les plus élevées, là ici on se situe au-delà du percentile 90, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine des 10% des températures qui ont été observées en France. Lorsqu'on franchit ce seuil des 10%, le risque relatif subit une rupture de pente. Alors, le risque relatif, c'est le risque de mortalité, ici on parle en termes de mortalité, qui s'accroît de manière drastique lorsqu'on dépasse ce seuil de 90%. C'est-à-dire qu'on va le multiplier par un facteur 5, puis par un facteur exponentiel dès lors qu'on va aller vers les 100% dès lors qu'on va s'approcher du percentile 100. Donc là, on voit vraiment l'impact très important du risque pour la santé de ces températures très élevées. Ce qui avait été montré aussi, ce qui avait pressenti la médecine antique, c'est l'importance de l'aménagement urbain. Et ici, on voit l'influence de l'urbanisme lors de la canicule de 2003, avec des températures médianes du 4 au 13 août qui étaient très importantes dans les zones urbaines, avec l'apparition de phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Donc ici, ce sont des températures nocturnes, et on voit que même en dehors lors de la nuit, ces températures restent très chaudes et donc ne permettent pas à l'organisme de se refroidir. Et donc, dans ces zones-là, l'impact de la température et des températures élevées sur la santé est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est plus difficile, évidemment, de réguler avec un seuil, puisque l'effet des gaz à effet de serre, finalement, c'est un effet qui a une certaine dynamique et une inertie. Et donc, je pense que si on arrêtait aujourd'hui toute émission industrielle qui engendrerait l'arrêt des émissions de gaz à effet de serre, on en a encore quand même pour quelques centaines d'années avant d'avoir une disparition complète de ces gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on peut agir sur deux leviers, l'adaptation et l'atténuation. L'adaptation, ce sont des mesures de court terme avec des mesures de prévention qui permettent d'anticiper des canicules à partir des prévisions météorologiques, de diffuser des conseils de comportement adaptés, de protéger les personnes les plus vulnérables. À moyen terme, évidemment, de former et d'informer à ces questions, puisque la perception du risque chaleur, finalement, là aussi, dans la société, va fortement varier en fonction du rapport qu'on a, ou en fonction de l'impression qu'on a de notre propre résistance à cette chaleur. Par exemple, un jeune sportif, bonne santé, qui a
envie d'aller courir en plein été, en pleine vague de chaleur à 25 degrés ou à 35 degrés n'y verra pas forcément de difficulté, alors que ça présente déjà un risque pour la santé, on le voit déjà. Améliorer l'isolation des logements, favoriser le lien social, puisque là aussi, ce sont des questions qu'on n'a peut-être pas abordées, mais d'inégalité sociale. Hein. C'est-à-dire que des personnes qui habitent dans des conditions plus précaires ou qui ont moins de contacts ont tendance à être plus impactées par ces phénomènes. Et à long terme, c'est évidemment des actions sur l'habitat et l'urbanisme qui permettront à la population de s'adapter. Les politiques d'atténuation portent plus sur les émissions de sources et là, donc, font plus appel à des politiques intersectorielles et transfrontalières de réduction plus globalement des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a moins un levier au niveau national ou individuel, mais en tous les cas, c'est aussi important d'agir sur ces notions. Alors, en conclusion, air et santé publique, un enjeu plus que jamais d'actualité puisque l'air est une ressource vitale à protéger, qu'il est possible d'agir avec efficacité pour réduire l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé, on l'a vu avec cet épisode de confinement. Et qu'enfin, protéger la qualité de l'air est fondamental dans une perspective plus large de santé publique et de santé planétaire, notamment en lien avec la question des changements climatiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sébastien Denis, pour cet exposé qui est au ton beaucoup plus grave, si je puis dire, dans ses conséquences et conclusions. Mais je vous remercie beaucoup de ce point passionnant. Nous avons le temps de vous poser des questions. Isabelle Vedren-Fajol, je vous donne la parole. Oui, je vous remercie. J'aurais quelques petites questions qui concernent la santé. Alors, je ne suis pas du tout experte de ce qui se passe à l'heure actuelle, ni même médecin. Donc, j'étudie les textes médicaux au Moyen-Âge. Voilà, mes compétences sont restreintes. Mais vous avez parlé de stress oxydatif et vous avez parlé aussi de populations habituées dans des zones comme les étangs de Berre. Est-ce qu'il y a une capacité de récupération de l'être humain s'il se retrouve dans des conditions plus saines, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y a des capacités d'habituation? Là, je parle un peu sur le plan médical, dans les deux cas. Quand on est dans des univers malsains, comme on peut s'habituer à des toxiques. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en tous les cas, le stress oxydatif, c'est un mécanisme de toxicité cellulaire, donc, qui est une première étape, qui fait partie des premières étapes avant une traduction en termes de maladie et de pathologie. Donc évidemment, la pollution de l'air, si on parle de la pollution en substances chimiques ou même de la température, donc, ce sont des effets sans seuil. Donc il n'y a pas de seuil en deçà desquels il n'y a pas de manifestation de toxicité. Par contre, pour que l'impact en santé se produise, il faut avoir été exposé quand même de manière importante. Après, ça dépendra de la vulnérabilité individuelle. Mais en tous les cas, il faut quand même avoir été exposé de manière conséquente, en tous les cas, à une certaine dose pour que cet impact s'exprime. Ce qu'on voit sur les estimations qu'on fait, c'est que des mesures, c'est l'exemple que j'ai montré pendant le confinement du printemps de 2020, des mesures volontaristes qui entraînent une diminution des expositions ont un impact en population et que donc vont réduire les estimations de la mortalité en population. Ça ne veut pas dire que c'est un impact sur le fait que des personnes, au titre individuel, vont retrouver une meilleure santé. Mais ça veut dire qu'il y aura moins de personnes impactées au global par cette pollution. Sur la question de l'habituation, donc on le voit sur la température, c'est-à-dire que les impacts des températures élevées seront plus importantes chez des personnes qui sont moins habituées à des températures élevées. Donc, on voit des différences à l'échelle française entre le nord de la France et le sud. Alors, soit c'est des phénomènes, alors on ne comprend pas encore très bien, mais la recherche a certaines hypothèses. Donc, soit c'est des phénomènes effectivement d'adaptation physiologique, soit c'est aussi des aménagements de l'urbanisme qui sont plus adaptés. Enfin, c'est l'urbanisme qui est plus adapté à ces questions de température élevée. En l'occurrence, dans le sud de la France, on a un urbanisme et des architectures urbaines qui sont assez différentes finalement de celles du nord de la France. Et donc, on a déjà effectivement ces différences qui sont observées.
J'en aurais éventuellement une troisième, mais qui demanderait à ce qu'on revienne sur votre diapositive, enfin vos diapositives. Vous avez passé à un moment donné une carte où on voyait les zones les moins polluées. Et on voyait que dans les zones les moins polluées, il y avait la bande pyrénéenne, autant que j'ai pu comprendre. Bon, je veux bien que la zone pyrénéenne soit moins peuplée que d'autres, mais est-ce qu'il y a un rôle des reliefs qui soit arrête la pollution, soit la concentre, soit au contraire avec l'altitude on en a moins? Quels sont les... Dans l'Antiquité, il y a aussi ce genre de réflexion, enfin en tous les cas au Moyen-Âge. Quelles sont les connaissances actuelles sur le rôle des reliefs dans tout cela? Alors, il y a certainement un rôle des reliefs. Après, là, les cartes qu'on vous a montrées, effectivement, j'ai repris la carte, là, je ne la repartage pas, mais je peux la repartager si vous voulez. C'est vrai que donc, sur cette carte-là, on voit que la zone pyrénéenne, effectivement, fait partie des zones sur lesquelles, ainsi que le Massif central d'ailleurs, et les Alpes font partie des zones sur lesquelles les pollutions sont moindres. Donc maintenant, il faut avoir à l'esprit que cette représentation, elle est à une échelle quand même assez macroscopique, que ça n'inclut pas certaines zones de plus petites, enfin plus précisément certaines zones qui peuvent être plus contaminées. C'est le cas par exemple, alors c'est pas dans les Pyrénées, c'est dans les Alpes, la vallée de l'Arve. On observe en fait que cette vallée a des niveaux de concentration équivalents à une zone urbaine. Parce qu'on est justement dans un secteur où finalement le relief va favoriser l'accumulation de la pollution, et que par ailleurs, on a aussi un trafic routier qui est très important et l'utilisation de chauffage au bois qui va favoriser l'émission de particules si les chauffages ne sont pas isolés correctement, et notamment ne sont pas à foyer fermé. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en zone montagneuse, globalement, oui, on est moins exposé à la pollution de l'air, mais il peut y avoir quand même des pics, des zones dans lesquelles on a des pics de pollution et des expositions plus importantes que dans les autres secteurs de ces zones montagneuses. Merci beaucoup. Julien Devinant. Oui, merci. Merci. J'avais une question liée à la perception de l'air. Vous avez parlé à un moment de la question de l'odeur, ça fait revenir la question qu'abordait Jocelyn sur les gouffres caroниens. Dans l'Antiquité, on évitait des lieux qui sentaient mauvais ou qui étaient difficilement respirables, c'est-à-dire où on percevait une difficulté liée à l'air. Ma question est simple, c'est je me demande est-ce qu'on constate une corrélation quelconque entre l'odeur ou la respirabilité de l'air et un niveau de toxicité? Est-ce que ça se sent un air Alors non, et votre question est vraiment intéressante parce que c'est effectivement une question qui revient souvent. L'air de tous les jours, enfin, vous sortez chez vous, je ne sais pas si vous êtes en région parisienne ou en province, mais là, vous sortez aujourd'hui, vous ne sentirez pas forcément une odeur liée à votre air, mais ce n'est pas pour ça que l'air n'est pas toxique. Parce que l'air est composé, ou sera composé de particules, de NO2, enfin, de tout un tas d'émissions qui sont émises par votre environnement. A contrario, si vous habitez dans les zones de lacs, donc en Nouvelle-Aquitaine, qui est un site qui émet beaucoup d'H2S ou de composés odorants, vous aurez effectivement ces odeurs qui seront émises par le site industriel. Et ce qu'on voit, en tout cas, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la question des odeurs, mais ce qu'on voit en tout cas sur cette zone-là sur laquelle on a travaillé, c'est que finalement les personnes s'habituent à une odeur, mais lorsqu'il y a un problème dans le process industriel qui fait que l'odeur varie ou se transforme, ça va être un signal d'alerte et les gens vont avoir tendance à se plaindre de ces modifications d'odeur, alors qu'ils se sont habitués à des odeurs. Et donc, alors c'est pas pour ça que ça n'a pas d'effet toxique, mais en tous les cas, ça a un effet déjà sur l'anxiété et ça a un effet sur des problématiques plutôt de perception finalement de ce que font les pouvoirs publics finalement sur la question de ce site industriel en disant les pouvoirs publics, que faites-vous, il faut gérer, etc. Donc c'est quelque part, et d'ailleurs autour de ces sites-là, volontairement, certains industriels ont mis en place des jurys de nez qui viennent finalement
reconnaître ou évaluer finalement les odeurs, est-ce que les odeurs changent, etc., et qui constituent des plateformes d'alerte vis-à-vis des autorités sanitaires en particulier. D'accord, donc l'odorat a un rôle. L'odorat peut avoir un rôle, après, c'est pas, voilà, il ne faut pas se fier qu'à son odorat. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une critique, on est souvent critiqué, et il y a des controverses, parce qu'on dit souvent que les morts, lorsque je vous dis qu'il y a 40 000 décès par an liés à la pollution de l'air, les critiques, on ne les voit pas, ces décès. C'est pas comme des décès en lien avec le tabac, par exemple, parce qu'on peut très vite caractériser un décès en lien avec le tabagisme qui va être un cancer du poumon, etc. Donc là, on aura des cancers du poumon, mais on aura aussi des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives qui auront eu pour conséquence une exposition importante à la pollution de l'air. Mais on nous dit souvent que vos décès sont invisibles. Sauf que les méthodes qui ont conduit à ces estimations sont exactement les mêmes que les méthodes qui ont conduit aux estimations tabac-alcool, mais avec des risques relatifs plus faibles, mais qui s'appliquent à une plus grande partie de la population, puisque comme Jocelyn l'a dit, l'air, tout le monde le respire, alors que le tabac, tout le monde ne fume pas. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions. Je voulais vous demander, en fait, c'est une question qui s'adresse à Jocelyn Groizard aussi. Il y a quelque chose qui est frappant dans vos analyses, qui est frappant pour un antiquisant, c'est le fait que vous distinguiez l'intérieur et l'extérieur, dans l'air intérieur et l'air extérieur. Vous dites, par exemple, il ne faut pas sortir. Bon. Et c'est vrai, on peut distinguer la pollution à l'intérieur et la pollution à l'extérieur. Il est faux de penser qu'il n'y a pas de pollution à l'intérieur. Il y en a une aussi, mais il y en a moins qu'à l'extérieur. Enfin, bon. Et donc vous avez dit à un moment qu'il valait mieux rester chez soi dans certains cas. Et c'est une question qui s'adresse à vous et à Jocelyn. Cette distinction n'existe pas du tout dans l'Antiquité. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'air, mais vous n'avez pas parlé de l'air intérieur et extérieur. Ils ne font pas de différence du tout. Je ne pense pas. Moi, j'ai pas vu de texte là-dessus. Oui. Et l'autre question, pardon, excusez-moi. David, si je peux répondre, parce que c'est vrai que là, j'ai pris des exemples air extérieur, mais c'est vrai que les problématiques d'air intérieur existent, dans les domiciles. Par exemple, on a des problématiques très connues de santé environnement. Le saturnisme, par exemple, c'est une problématique d'environnement intérieur liée à des habitats anciens ou dégradés, qui d'ailleurs devaient être aussi des problématiques de l'Antiquité, parce que le plomb, les usages du plomb remontent à des périodes très anciennes. Et c'est vrai que l'utilisation de certains produits en air intérieur peut poser problème. Après, il est vrai que l'épidémiologie a moins avancé sur ces questions d'air intérieur. Donc, les systèmes de surveillance, déjà l'air intérieur n'est pas réglementé, contrairement à l'air extérieur. Donc, sur l'air extérieur, on a de la réglementation européenne qui est transcrite en droit français. L'air intérieur n'est pas réglementé. On commence à avoir des réseaux de surveillance et il y a un organisme qui s'appelle le CSTD qui s'occupe de surveiller. Il y a un observateur de la qualité de l'air intérieur qui est piloté par cet organisme et s'occupe de surveiller la contamination de l'air intérieur en certains polluants, notamment le formaldéhyde. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'apparition de clusters dans des environnements intérieurs. Par exemple, en milieu scolaire, si les écoles, ça peut être un environnement scolaire ou d'autres environnements professionnels, si les environnements sont mal ventilés, on a de l'accumulation de dioxyde de carbone et donc des malaises peuvent apparaître dans les populations et parfois on voit ça. Donc évidemment, oui, je ne l'ai pas cité, mais l'air intérieur peut aussi être une source de pathologie et de maladie. Je vous remercie. On cite également souvent les produits qu'on utilise, les produits domestiques. Les produits domestiques, évidemment. Et j'imagine que de ce point de vue, les anciens, quand vous soulignez, Jocelyn, l'importance de l'intégration de la ville dans une circulation de vent favorable, devait forcément prendre en compte la ventilation des intérieurs aussi. Oui, là, en fait, j'ai repensé à un texte que j'avais trouvé chez Varron, justement, au début, quand il essaie d'expliquer que on peut quand même faire quelque chose pour améliorer. Et l'un des exemples qu'il donne, c'est qu'il y avait une armée dont les soldats étaient malades et donc les maisons comme ça étaient pleines de malades et donc
on a amélioré la situation en coupant des nouvelles fenêtres pour faire circuler l'air et faire sortir l'air infecté, justement, qui était à l'intérieur. Donc, oui, effectivement, il y a cette logique de l'aération. Des fois, on la trouve effectivement pour l'intérieur de la maison. Oui, ça, effectivement, peut-être, on va peut-être pouvoir trouver ça aussi. Peut-être chez Vitruve, il faudrait chercher. Oui. L'aération intérieure, effectivement, on trouve ça aussi. C'est d'ailleurs un des gestes barrières préconisés pour diminuer son exposition à la Covid-19. Et c'est très bon d'aérer sa maison 2 fois par jour, c'est très bon. Et j'avais une autre question, si je puis me permettre, Sébastien Denis. C'est une question un petit peu, comment dire, vous avez considéré, peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais vous avez considéré comme allant de soi que le risque thermique relève d'un problème d'air. Quand il fait plus chaud, ça relève de l'air. Et quand il y a plus de morts à cause des pics de canicule, ça relève de l'air. Mais la température de l'air. Mais le problème, c'est la température. Enfin, c'est la température de l'air. Pour vous, c'est. Ouais. Alors, c'est le graphe que j'ai montré, alors qui n'est pas forcément très simple, effectivement, mais qui est la relation entre la mortalité et l'exposition à la température, et qui montre que lorsqu'on est exposé à des températures très élevées, et parmi les plus élevées jamais observées, le risque relatif de mortalité augmente de manière exponentielle. Et ça montre bien, ce graphe-là, que c'est vraiment la température de l'air extérieur, et en l'occurrence intérieur aussi, puisque si on est dans des locaux qui sont en surchauffe, on va subir ce même risque. D'ailleurs, ce n'est pas sans poser de questions sur des populations professionnelles exposées. Mais c'est bien le paramètre température de l'air qui induit ce risque de mortalité. Je me disais spontanément en te disant que peut-être un grec aurait dit que c'était le chaud, pas la température de l'air, que c'était une qualité plutôt que l'air lui-même. D'accord. Mais peut-être que je me trompe. C'est-à-dire je ne sais pas si on dirait spontanément que ça relève de l'air, ce genre de choses. Mais peut-être plus du chaud. Dans ce cas, on aurait dit peut-être mettez-vous dans un bain froid ou ce genre de choses. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en termes de prévention. Et dans les EHPAD, par exemple, on recommande d'avoir au moins une pièce climatisée de manière à pouvoir déplacer les personnes pour éviter ces. Ça, c'était des enseignements de la canicule de 2003 qui a surpris les pouvoirs publics et toute la population française. Je vous remercie. Roberto Guellimi intervient dans le chat en disant quelque chose. Peut-être que vous voulez prendre la parole. C'est Robin. Excusez-moi, je vois Robin, excusez-moi. C'est Guellimi qui m'a fait parler, Roberto. Robin Guellimi. Oui, non, c'était juste par rapport à la discussion autour de la relation entre la température de l'air et la mortalité, mais c'est vrai que la réflexion que vous aviez, c'était plus autour de est-ce que c'est la qualité de l'air, entre guillemets, plus que l'air, c'est ça, plus une propriété de l'air ou la propriété en elle-même. Mais oui, cette question de la surmortalité liée à la température, sur le plan physiologique, en tout cas, c'était par rapport, je voulais le signaler, à la saturation des capacités de thermorégulation et en fait qui va entraîner ce risque-là. Et on voit très bien sur les projections dont sont sûrement issues les cartes de Météo France, il y a ce même problème qui se pose au niveau de la bande équatoriale avec des zones considérées comme létales en termes d'exposition à des températures très élevées dans les 50-100 prochaines années à venir. Donc voilà, c'était juste pour signaler ça. Ouais, merci, vous avez raison. Merci beaucoup. Et juste pour compléter, quelle est la température de bascule? C'est-à-dire, quelle est la température au-delà de laquelle ça devient vraiment dangereux pour le corps humain? Qu'est-ce qu'on Là, on a des exemples contemporains. Si vous prenez la canicule de 2020, avec j'ai plus en tête là, j'ai plus en tête les températures moyennes, mais c'est des températures diurnes aux alentours de 42 degrés. La question des canicules, c'est qu'il n'y a pas assez d'écart entre le jour et la nuit, et que la nuit, en fait, votre corps n'a pas la capacité de se refroidir. Et donc, finalement, c'est ces deux paramètres-là qui doivent être regardés ensemble. Parce que si vous avez une température diurne qui est très élevée, mais qu'une température nocturne est très basse, votre corps va pouvoir réguler.
Mais l'an dernier, sur des zones où on était en rouge, en particulier dans les Hauts-de-France, je pense qu'on avait des températures diurnes aux alentours de 40 degrés, des températures nocturnes aux alentours de je sais pas, 25, 22, entre 22 et 25 degrés. Et ça, déjà, ça induit un risque, enfin, ça induit un impact en population qui est non négligeable. Et je pense qu'une température limite acceptable, alors, je crois que l'an dernier au Pakistan, il y a eu des températures diurnes autour de 50 degrés. Je pense que ça, c'est une limite extrême qu'il ne faudrait pas trop dépasser, quoi. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vivre beaucoup à ce type de température. Je n'ai pas la réponse exacte, mais déjà, je pense qu'on a tous vécu une canicule. Je ne sais pas, Jocelyn, à Tokyo, je pense qu'il doit y avoir des canicules, mais en tous les cas, moi, je ne me sens pas très bien déjà. Alors, je suis plutôt en bonne santé, mais quand je suis alors je suis du Nord, je suis des Hauts-de-France, mais si j'ai une journée, enfin si j'ai 3 jours consécutifs à 39 le jour et à 25 la nuit, je suis pas bien. Hein. Oui, au Japon, à cause de l'humidité, en fait, ça devient presque insupportable à des niveaux de température qui sont déjà assez nettement inférieurs à ça, autour de 32-33 degrés, ça devient très, très pénible. Donc, effectivement, si la température montait même vers 40, à ce moment-là, ça devient déjà là très, très dangereux. Merci. Catherine Darbo-Péchanski et Claire Crignon. Catherine? Catherine, on n'entend pas ton... Je voudrais demander si on a répertorié finement les maladies induites par la pollution. Parce que un des points de comparaison qui me semble assez frappant avec les anciens, c'est que pour les anciens, être exposé à un air malsain, c'est la maladie. Avec ce qu'elle peut avoir de massif. Et je voudrais savoir si par rapport à cette vision de l'invasion du malsain, on a, bien sûr qu'on a progressé, mais on a progressé jusqu'où? Alors, on a progressé puisque on sait que la pollution de l'air peut être à l'origine d'un panel assez large de maladies, hein, donc des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, par exemple le diabète, des maladies neurodégénératives, des maladies qui vont perturber le fonctionnement du système endocrine, parce que la pollution de l'air comporte des substances chimiques qui sont potentiellement des perturbateurs endocriniens. Des maladies du développement, puisque si une femme enceinte est exposée à des problèmes de pollution atmosphérique, son fœtus peut être atteint. Et voilà, donc il y a effectivement un grand nombre de pathologies qui, dans la littérature, sont montrées comme étant en lien avec la pollution de l'air. Après, nous, et en l'occurrence à l'agence, on a, sur toutes ces pathologies-là, on n'a pas la possibilité de quantifier la part exacte finalement du lien, enfin, on n'a pas la possibilité de quantifier le lien exactement de manière quantitative entre pollution de l'air et ces différentes pathologies. Ce qu'on sait bien faire, c'est sur la mortalité, parce que là, on a des systèmes de surveillance qui permettent d'avoir des chiffres sur la mortalité toutes causes en France. Après, retrouver ça pathologie par pathologie, c'est un peu plus compliqué. Donc, on essaye de le développer là, mais ça va demander des travaux encore supplémentaires pour le faire. Merci. C'était cette idée que même si on arrive à lister un certain nombre d'affections, les effets sont multiples et on pourra en trouver des sous-ensembles. Et donc cette idée qu'on est envahi et que de toute façon les effets sont multiples et pourront être encore analysés de façon plus fine, ça m'apparaît être il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir. Effectivement, le champ des connaissances à acquérir est encore très vaste. Et sur l'ensemble des effets, on a des effets court terme, par exemple, qui peuvent être de l'asthme, notamment si vous avez un terrain sensible. Et ensuite, il y a tous les effets long terme de pathologies chroniques qui là sont beaucoup plus difficiles à caractériser. Merci, merci beaucoup.
Claire Crignon? Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais faire une petite remarque et puis poser une question. Une remarque par rapport au comportement, à l'observation du comportement des animaux. Donc, vous avez signalé tous les deux que pendant l'Antiquité ou aujourd'hui, le comportement des oiseaux pouvait servir de signal d'alerte. Et donc, je voulais juste signaler qu'au XVIIIe siècle, par exemple, dans l'autre sens, on remarque aussi que les oiseaux ont une plus grande sensibilité à l'air et on évoque même une sorte de plaisir, en fait, enfin de sensation propre aux oiseaux pris à voler dans l'air. Et on se sert du coup de l'observation du comportement des animaux aussi pour prévoir des événements météorologiques, mais pas forcément négatifs, en fait. Par exemple, l'arrivée de la pluie, etc. Ou en observant le comportement des volailles d'eau ou en observant le comportement des mouettes, etc. Donc ça, c'était juste une remarque que je voulais faire. Et sinon, par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Denis, donc sur les problèmes de perception, enfin la question de la perception différente de l'air, je m'interrogeais sur justement l'évolution des méthodes et des outils de connaissance des variations de l'air et du climat. Parce que pour la période qui me concerne, donc 17e, 18e siècle, moi je m'intéresse beaucoup à la manière dont le recours à l'histoire naturelle de l'air a constitué une sorte d'alternative ou de voie un petit peu dissidente par rapport à l'approche plus classique qui était l'approche expérimentale et qui supposait, enfin qui impliquait le recours à des instruments de mesure, donc baromètre, thermomètre, etc. Et il y a tout un courant, et c'est pas forcément incompatible, hein, c'est chez les mêmes auteurs. Par exemple, chez Boyle ou chez Bacon, on trouve les deux démarches, c'est-à-dire qu'il faut faire des mesures, il faut une approche mathématique et physique, mais il y a aussi tout un courant, un essor vraiment de l'histoire de l'air et de l'histoire des vents, qui justement permet d'intégrer dans la construction du savoir sur l'air ceux qu'on appelle les profanes, les paysans, les agriculteurs, tous ceux qui observent les phénomènes, qui ne sont pas forcément des savants, mais qui ont un savoir empirique en fait sur l'air. Et donc je retrouve un peu ça dans tout ce qui est courant des sciences participatives aujourd'hui. Et donc du coup, je me demandais si vous teniez aussi compte de ce type d'approche dans le cadre d'une institution comme la vôtre, en fait. Alors, c'est vrai que ce sont des démarches importantes qui ont été pas mal développées aux États-Unis en santé environnementale, qui ont aussi été appliquées en France. D'ailleurs, j'ai montré une photographie de Fosse étang de mer et une telle approche a été appliquée autour de Fosse étang de mer. Alors, Santé publique France, je dirais, se met à ces approches, donc qui, pour une institution publique, sont toujours des approches intéressantes à regarder. Après, on est toujours un peu méfiant sur le plan de la méthodologie. En tout cas, on s'y met. Et sur Lubrizol, j'ai aussi montré une photographie de l'incendie de Lubrizol. On a mis en place une telle approche d'aller recueillir les informations auprès des populations qui ont vécu l'événement, de manière à pouvoir co-construire en fait le design de l'étude épidémiologique et co-discuter en fait les résultats que nous on trouve avec les riverains de la zone qui a été accidentée. Donc, c'est une voie de progrès pour nous encore, parce que finalement, ça pose aussi la question de comment une agence de santé publique qui est sous tutelle d'un ministère de la Santé intègre finalement une approche participative dans ces démarches. Donc, c'est peut-être plus difficile que pour une équipe de recherche qui n'a pas ce type de lien. Mais en tous les cas, on y travaille et on a vu sur Fosse étang de mer, puisqu'on a été amené à expertiser le travail de l'équipe qui a fait cette recherche participative, tout l'apport que ça pouvait amener en termes pour la population déjà de se sentir acteur finalement de son environnement, puisque en premier lieu, c'est elle qui subit les pollutions, donc c'est légitime qu'elle participe à la connaissance et à la formulation aussi de mesures de recommandation, puisqu'ils avaient été jusque-là, c'est-à-dire ils avaient demandé à la population finalement quelles seraient les mesures de gestion selon vous à mettre en place pour améliorer votre environnement. Donc ça, ce sont vraiment des démarches qui amènent des choses supplémentaires. Et on a vu aussi que les méthodes proposées il y avait certes des améliorations méthodologiques qui pouvaient être préconisées, mais que ces méthodes-là s'appuyaient quand même sur un socle robuste et donc étaient complètement exploitables. Ensuite, pour une agence comme Santé publique France qui travaille aussi avec
des agences de régulation type ARS ou ministère de la Santé, c'est pour nous aussi un levier que d'aller faire comprendre aux ARS et au ministère de la Santé que ces démarches-là permettent d'apporter des choses par rapport aux démarches actuelles qu'on utilise et qui sont moins sur les registres du participatif. Donc il y a tout un travail là c'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais c'est pas évident, pour être complètement honnête avec vous, pour une agence de santé publique de nous approprier ces démarches et de les mettre en œuvre. Mais moi, je pense que c'est effectivement des points de levier très importants. En tout cas, peut-être que ça permettrait de lever une forme de défiance, comme vous disiez. Absolument. Voilà, Absolument. quand on dit c'est pas visible, etc. Le fait d'impliquer les citoyens en fait dans la connaissance, ça permet éventuellement d'agir là-dessus. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, chacun peut avoir un appareil de mesure ou avec son smartphone peut aller mesurer un certain nombre de paramètres, rentrer des paramètres, travailler, enfin, être en réseau avec un certain nombre de personnes pour pouvoir finalement renseigner l'état de l'environnement. C'est ce qui s'est passé sur le Vézol. Il y a beaucoup enfin pas beaucoup, mais il y a quelques labos aussi qui commencent à faire des prélèvements pour les riverains, y compris des prélèvements biologiques, aller faire des dosages de substances chimiques. Donc c'est de plus en plus fréquent que ce type d'approche soit appliqué dans la population autour de problématiques environnementales. Donc, on a aussi intérêt pour ça à s'y mettre, de manière à accompagner aussi la population pour ne pas que finalement les interprétations qui soient faites soient erronées. Parce que malgré tout, il y a quand même certaines limites et certaines difficultés d'interprétation sur ces liens. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en aurais une dans la continuité de ça, parce qu'effectivement, j'avais une question sur la méthodologie, parce que très souvent, Monsieur Denis nous répond sur les résultats, mais pas trop sur la méthodologie. Et à un moment donné, vous avez parlé de réseau aussi, de réseau d'information. Donc là, vous venez de nous répondre en gros que c'était essentiellement des réseaux institutionnels. Mais par exemple, pour les questions animales, vous avez la LPO qui est un réseau de bénévoles où il y a des observations d'oiseaux qui font remonter en réseau, par exemple. Donc ça, j'imagine que vous n'utilisez pas. Comment est-ce que vous faites pour collecter vos données aussi bien pour ce qui est de la faune, parce que la LPO est une association, mais en même temps une association très savante et qui utilise des techniques de remontée par des ornithologues amateurs ou professionnels. Voilà. Donc on est entre le pas professionnel et le professionnel, si je puis dire. Et par ailleurs, ça c'est un autre point, c'est un témoignage en même temps. Il se trouve qu'à la naissance de mon fils, on m'a proposé d'être dans une cohorte d'expérience à Paris sur le devenir des enfants parisiens, notamment à propos de ces questions d'environnement. Et donc, Isabelle Lomas. Je ne sais plus le nom de l'expérience, mais enfin, en tous les cas, il est maintenant bien grand et pendant des années, on a fait nos comptes rendus, etc. Donc, comment est-ce que ça fonctionne méthodologiquement? Vous me dites, on arrive méthodologiquement par des méthodes d'épidémiologie à avoir des informations. Moi, ça m'intéresse de savoir comment tout ça. Exactement. Donc, sur la question, alors on ne travaille pas sur la faune, donc on ne travaille pas avec LPO. Par contre, sur la question de la qualité de l'air, justement, on travaille avec les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui sont des associations loi 1901 qui ont en charge la surveillance sur le territoire de la qualité de l'air, sur les paramètres réglementés. Et donc, typiquement, les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui s'appuient sur ces résultats. Donc, on a des relations avec ces associations qui sont elles-mêmes chapeautées par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air et dont les méthodes sont construites et élaborées et calibrées par d'autres instituts que le nôtre. Nous, on n'est pas sur la métrologie environnementale. Et donc, on travaille forcément, on s'appuie sur ces réseaux de mesure. Donc là, sur l'air dont on a parlé aujourd'hui, on a des réseaux de mesure qui sont inscrits dans la réglementation. Sur l'eau, c'est la même chose, mais on travaille moins sur la question de l'eau parce que c'est
ça relève de la compétence d'autres agences ou instituts. Sur la qualité des sols, on peut citer le réseau de mesure de la qualité des sols qui, lui, n'est pas réglementé. Et on voit que d'ailleurs, ça pose un problème puisqu'on a beaucoup moins d'informations sur la qualité des sols qu'on en a sur l'air. Après, sur l'air, on a de l'information, mais sur les paramètres réglementés, il y a tout un tas de paramètres qui ne sont pas réglementés sur lesquels on n'a pas d'informations. Et donc, on voit aussi que c'est pas aussi un réseau qui existe et qui travaille de manière très sérieuse qu'on aura toutes les informations dont on aurait besoin pour estimer l'impact sur la santé. Donc, ce qui laisse aussi du champ ouvert pour la recherche. Sur la question des méthodes épidémiologiques, donc c'est exactement ce que vous disiez, on travaille en s'appuyant sur des cohortes qui permettent d'établir ces relations exposition-risque. Vous citiez la cohorte d'Isabelle Nomas là, sur les enfants parisiens. Il y a la cohorte Constance qui est pilotée par l'INSERM. On a beaucoup travaillé, nous, sur la cohorte ELF, sur les questions de périnatalité. Donc, ce sont ces cohortes-là qui nous permettent d'établir ces relations exposition-risque, où on constitue nous-mêmes nos propres dispositifs de surveillance. Parfois, quand ces travaux n'existent pas, c'est ce qu'on a fait sur la chaleur, là, avec les travaux que je vous ai un peu illustrés aujourd'hui. Voilà, donc ça dépend un peu du sujet et du réseau aussi sur lequel on peut s'appuyer. D'accord. Merci, c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup. Julien Devinant. Oui, merci. C'est une simple question de curiosité. C'est pour revenir sur donc, si j'ai bien compris, il y a, pour le dire vite, deux grands ensembles de risques liés à l'air. Il y a les polluants dans l'air inspirés et l'air ambiant qui agit par donc la température de l'air ambiant. La question que je me pose, c'est parce que dans l'Antiquité, il y a toute une théorie de la perspiration, c'est-à-dire de l'ingestion de ce qui est présent dans l'air qui ne passe pas par la respiration. Et donc, je me demandais si les polluants présents dans l'air, s'il y avait une action des polluants présents dans l'air qui ne passe pas par l'inspiration de l'air ambiant. Alors ça, c'est aussi intéressant comme question et on peut illustrer ça sur les problématiques de cité-sol pollué, par exemple. Et la question des particules, finalement. Tout ce qui est très fin, donc particules très fines ou polluants volatiles, forcément, ça va passer par le système respiratoire. Par contre, dès lors que c'est un peu plus gros, donc des particules de type poussière que vous pouvez avoir chez vous, et qui, dans des situations de zones contaminées, par exemple, on a des zones en France dans lesquelles on a eu des développements de sites miniers, je pense à la bordure sud de Sévenol, où les sols, naturellement, sont très concentrés en un certain nombre de métaux, en particulier des métaux toxiques. Et l'altération de ces sols, ça va tout simplement donner des sols de jardin, comme vous pouvez peut-être avoir chez vous ou chez vos proches. Et ces poussières, finalement, vont être chargées en métaux, donc plomb, arsenic, cadmium, tout un panel de métaux très sympathiques en termes de toxicité. Et là, évidemment, il y a un mélange entre une exposition par ingestion, donc c'est-à-dire notamment chez les enfants qui, en fait, par leur comportement, par leur jeu, vont se contaminer et vont ingérer ces particules, ou par respiration des particules les plus fines, mais qui ne sont pas suffisamment fines et qui vont rejoindre le tube digestif et qui donc vont être digérés. Après, c'est assez difficile en fait, de faire la part de l'un et de l'autre d'un point de vue métrologique. Mais en tous les cas, effectivement, sur les particules fines, il peut y avoir deux voies, en fait, l'ingestion et l'inhalation. D'accord. Les plus fines étant inhalées. Par le contact avec la peau, il n'y a pas de... Alors ça, il y a très peu de... Enfin, on a encore beaucoup de questions là-dessus. Il est probable que pour des substances très volatiles, il y a effectivement des transferts dermiques et cutanés. Mais c'est un pan de la recherche qui est assez peu documenté. D'accord. Okay. Merci. Robin Guélimi. Oui, bonjour, merci beaucoup. Non, c'était uniquement pour rebondir par rapport à cette voie d'éventuellement pénétration des particules fines. J'avais un peu lu sur le sujet pendant mon internat de dermatologie, donc effectivement, comme vous le disiez, Monsieur Denis, il y a peu de travaux qui sont faits, mais il y a quelques pistes épidémiologiques qui montrent peut-être une association entre des poussées d'eczéma
la pollution de l'air, notamment via les particules fines. Pas mal d'études chinoises, surtout, il y a des taux de pollution extrêmement élevés dans l'air, avec comme mécanisme imputable ce stress oxydatif en fait, qui était montré sur les coupes histologiques un peu plus tôt, qui serait aussi peut-être responsable au niveau cutané, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir est-ce que c'est un stress oxydatif un peu systémique général par des particules inhalées et qui ensuite vont faire que chez des personnes sensibles on va avoir de l'eczéma, ou est-ce que c'est vraiment un contact direct avec la peau de ces particules fines qui génèrent au niveau local ces manifestations. Mais effectivement, c'est pas tout à fait abouti de savoir si c'est, comme vous le disiez, la perspiration cutanée, la pénétration de ces particules fines via la peau, ça c'est pas totalement clair effectivement. Ouais. Et du coup, en matière d'évaluation de risque, mais là je parle de risque sanitaire, de méthodes d'évaluation des risques sanitaires sur cette voie-là, on a finalement assez peu de paramètres permettant de prédire ces risques et cette voie de contact. Merci. Merci beaucoup. Une question très pertinente, en effet. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons peut-être arrêter là parce que je crois qu'il est plus de minuit à Tokyo, ce qui est un horaire un petit peu inhabituel pour suivre un séminaire. Je vous remercie très très vivement, Jocelyn Groisard, de votre exposé et Sébastien Denis de votre présentation, l'une et l'autre extrêmement passionnantes, dans des genres et des directions très différentes. Je vous remercie beaucoup. Donc l'ensemble de la conférence sera sur une chaîne YouTube qui est en cours d'installation sur le site des initiatives. Comme ça, elles pourront être consultées, mais pas téléchargées théoriquement par les visiteurs. Voilà. Je vous remercie de nouveau très vivement. Je vous rappelle ou je vous informe que le prochain exposé, la prochaine séance de ce séminaire aura lieu le 20 mai et sera, comme toujours dans ce séminaire, au cœur de l'actualité, puisque nous recevrons Gilles Pialou, et Gilles Pialou d'un côté et Pierre Pellegrin de l'autre, qui parleront des querelles sectaires, des querelles de sectes dans le domaine médical, querelles de sectes qui ne sont pas moins vives hier qu'aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci encore à Jocelyn Groisard et à Sébastien Denis et à toutes et tous pour votre participation. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.